Après le coup d'État du 18 Brumaire de l'an 8, en 1799, Bonaparte est-il le continuateur de la Révolution? C'est-à-dire qu'il va maintenir tous les grands principes de la Révolution, la liberté, l'égalité, la souveraineté du peuple? Ou au contraire, est-il celui qui va être le fossoyeur de la Révolution? C'est-à-dire celui qui va enterrer la Révolution, mettre fin à tous les grands changements qui ont été apportés depuis 1789, depuis la destruction de l'Ancien Régime. Voilà la problématique que nous posons dans cette leçon. Avant cela, quelques précisions encore sur le personnage. Bonaparte était de taille moyenne, il mesurait 1,68 m environ d'après les sources historiques que nous avons. Sa silhouette est reconnaissable entre toutes grâce à deux éléments, son bras replié sur son ventre, main dans le gilet. Alors plusieurs explications possibles sur cette posture. Une première hypothèse avancée est que Napoléon, qui souffrait d'un ulcère à l'estomac, portait sa main sur son ventre pour soulager un peu ses douleurs, mais cette hypothèse est plutôt rejetée par les grands historiens spécialistes de Bonaparte. Il est plus probable que Bonaparte ait opté pour cette posture dans ses portraits, car à cette époque, dans les portraits, l'attitude qui consistait à laisser les bras le long du corps n'était pas jugée très décente, les pantalons et les culottes ne portaient pas de poche, le fait de replier sa main sur son ventre dans son gilet était considéré comme plus convenable. L'autre détail qui est devenu un symbole de sa silhouette, c'est bien sûr son chapeau, ce chapeau qu'on appelle un bicorne, puisqu'il a deux pointes, deux cornes, un couvre-chef qu'on avait plutôt l'habitude de porter avec une pointe en avant et une pointe en arrière, et c'est Bonaparte qui a opéré cette rotation d'un quart de tour avec les deux cornes en direction des deux épaules. Sur les portraits ou les caricatures de Bonaparte, vous identifierez donc très facilement ces deux détails de sa silhouette. Alors je rappelle qu'après le coup d'État de Brumaire de l'an 8, Bonaparte instaure un nouveau gouvernement qui s'appelle le Consulat et lui prend le titre de premier consul. Je vous rappelle également que ce titre de consul vient du nom du chef de l'État dans la toute première république de l'histoire. Et la toute première république de l'histoire, c'est celle qui a été mise en place par les Romains dans l'Antiquité. Enfin, je rafraîchis encore votre mémoire en vous rappelant qu'une république, qui a donc été inventée par les Romains dans l'Antiquité, eh bien c'est un État dans lequel ceux qui gouvernent sont élus par le peuple. Et une république, c'est donc le contraire de la monarchie. Ça, c'est un point extrêmement important. D'ailleurs, quand vous cherchez à définir un mot, parfois le plus facile pour donner la définition d'un mot, c'est de commencer par donner son contraire. Et donc si on vous demande la définition d'une république, la première chose que vous pouvez dire, c'est que la république, c'est le contraire d'une monarchie, c'est-à-dire un pays dirigé par un roi où, en règle générale, la couronne se transmet à l'intérieur de la famille et où on exerce le pouvoir jusqu'à la fin de ses jours. Une république, au contraire, c'est un pays dans lequel la durée du mandat est limitée dans le temps, on n'est pas au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie, et ceux qui dirigent sont élus par le peuple. Alors quand Bonaparte prend le titre de premier consul, on a le sentiment évidemment qu'il cherche à consolider la République, puisqu'il prend un titre qui correspond à l'ancienne République romaine de l'Antiquité. Voyons dans le document qui suit si, sous le gouvernement de Bonaparte, sous le consulat, c'est bien le peuple dans la République qui conserve le pouvoir. Point d'interrogation. Alors regardez bien ce document, il est extrêmement intéressant. Commençons par préciser sa nature, sa date. Lisons le contenu du document. Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie? Première colonne. Oui, avec le nom de l'électeur, la signature de l'électeur. Deuxième colonne. Non, avec le nom de l'électeur et la signature de l'électeur. Alors nous découvrons que le document historique est un registre de vote qui date de 1802 pour le plébiscite de 1802. Qu'est-ce qu'un plébiscite? Eh bien c'est une question posée par le gouvernement à laquelle les électeurs doivent répondre par oui ou par non, mais la question porte sur une personne. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle un référendum, c'est également un vote par oui ou par non, où il faut répondre à une question posée par le gouvernement, mais pour le plébiscite, on interroge les électeurs sur une personne.
Alors à partir de ce document, on peut répondre à la question: Bonaparte maintient-il la République? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Quel est le commentaire qu'on peut faire de ce document? Première remarque qu'on peut faire, c'est que ce sont les électeurs qui continuent de prendre les décisions, puisqu'ils sont consultés par un vote. C'est donc bien un régime républicain qui se maintient, comme le prouve le document. Cependant, maintenant, si on y regarde de près, on constate 1. Que le vote n'est pas secret à cette époque-là. Le vote est public, puisque chacun doit mentionner sa décision dans le registre de vote. Tout le monde peut voir, bien évidemment, le choix que vous avez fait. Alors évidemment, dans le cadre d'un vote public, on n'est pas tout à fait libre de son choix, puisqu'on peut se dire qu'on peut être mal vu selon le choix qui a été fait, ou même qu'on peut éventuellement subir des pressions, voire des représailles, si le pouvoir qui est en place après l'élection considère qu'on n'a pas effectué le bon choix. Ça, c'est la première observation qu'on peut faire. Un vote qui n'est pas secret, donc qui n'est pas totalement libre. D'ailleurs, dans le registre de vote, vous observez que peu de gens s'expriment pour un vote d'opposition à la question posée. Mais maintenant, ce qui est très important, c'est de regarder la nature de la question qui est posée. Bonaparte sera-t-il consul à vie? Si on accepte de lui donner le pouvoir à vie, ça veut dire qu'en conservant le pouvoir jusqu'à sa mort, il y a une forme de gouvernement qui ressemble davantage à quoi? Qui ressemble davantage à la monarchie, puisque c'est seulement quand le roi trouvait la mort qu'on changeait de souverain. Donc là, vous voyez qu'on n'est plus du tout dans le cas d'un régime républicain. Alors les électeurs français vont majoritairement répondre oui à la question posée par Bonaparte, et en 1804, il organise un nouveau plébiscite où les électeurs doivent approuver le fait que Bonaparte devienne empereur des Français. Si le pays est dirigé par un empereur, il n'y a plus aucun doute, on n'est plus dans le cas d'une république, mais bien dans le cas d'une monarchie impériale. Vous entrevoyez la conclusion à laquelle je veux aboutir avec vous. Lorsqu'il a pris le pouvoir après le coup d'État en 1799, dans un premier temps, Bonaparte a maintenu les apparences de la République, mais uniquement les apparences. Apparences de la République, puisque des votes sont organisés, Bonaparte maintient l'illusion que c'est le peuple qui a le pouvoir. Dans la réalité, le consulat a évolué de plus en plus vers un régime autoritaire, où Bonaparte prend seul toutes les décisions, et avec un chef d'État qui prend le titre d'empereur qu'il conservera jusqu'à sa mort. On a donc bien la réponse à la question que nous avions posée dans la problématique. Bonaparte a mis fin à la République en établissant un régime personnel et autoritaire qui ressemble à la monarchie. Le résultat, quel est-il? Eh bien, ce nouveau statut d'empereur donne lieu à une grandiose cérémonie de couronnement, une cérémonie du sacre, qui a lieu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est encore une nouvelle preuve, avec cette cérémonie du couronnement, que nous sommes dans un retour à une forme de monarchie. La cérémonie du sacre a été immortalisée dans un des tableaux les plus célèbres de l'histoire de France, qui a été réalisé par le fameux peintre que vous connaissez bien maintenant, Jacques-Louis David, qui est devenu le peintre officiel de Napoléon. Le tableau est conservé au musée du Louvre à Paris. C'est une des pièces maîtresses du musée que vous devez absolument voir de vos propres yeux lors d'un futur séjour à Paris au musée du Louvre. Je laisse le soin à une émission de la chaîne Arte de vous donner quelques explications sur cette œuvre magistrale. Aujourd'hui, Jeanne Desto nous propose de regarder ensemble un tableau qui fait partie, comme on dit, de l'imaginaire de tous les Français, le sacre de Napoléon. Nous sommes en 1804. Bonaparte a 35 ans. Sa popularité est immense. Les Français ont suivi avec enthousiasme ses victoires successives lors des campagnes d'Italie et ils savent que le drapeau français flotte en Égypte. Voilà déjà 5 ans qu'il préside au destin de la France depuis qu'il a réussi, après un coup d'État, à se faire nommer premier consul. Le peintre Jacques-Louis David est l'un de ses fervents admirateurs. D'ailleurs, il s'est lancé dans un portrait du premier consul, un tableau qui restera inachevé.
Quelques années plus tard, David peint Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard, un tableau équestre très fougueux qui deviendra l'une des représentations les plus connues de Bonaparte. Le 18 mai 1804, le premier consul Bonaparte est proclamé empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Napoléon tient à ce qu'une grande cérémonie religieuse clôture les festivités et donne une dimension sacrée à son avènement. La date est fixée au 2 décembre 1804. En septembre, Napoléon s'adresse à David, promu premier peintre de l'empereur, pour lui passer commande d'un grand tableau qui devra conserver la mémoire de cet événement exceptionnel. Voici donc la cérémonie du sacre, telle qu'elle est immortalisée par le fameux tableau de David, le sacre de Napoléon. Le tableau est au musée du Louvre à Paris, et bien sûr, comme il se doit pour être à la hauteur d'une telle cérémonie, il est monumental, 9,79 m sur 6,21 m. Nous nous trouvons à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame, dans le cœur de la cathédrale. Grandiose déjà le cadre avec les hautes colonnes de marbre et les rideaux rouges et les tentures. La lumière baigne les personnages principaux et notamment Napoléon en plein centre. Mais d'abord, regardez. Vous voyez là, dans la tribune, cet homme en habit brodé, arborant fièrement sa Légion d'honneur? C'est David lui-même, un carnet et un crayon à la main, en train de noter les détails de la cérémonie. Un autoportrait donc, enjolivé comme dans cet autoportrait-ci, dont l'ombre bien placée dissimule une grosse tumeur de la joue qui serait due aux suites d'une blessure d'escrime. Le buste de Rude donne probablement une idée plus exacte de la physionomie du peintre qui, à l'époque, jouit déjà d'une grande renommée. Bon, revenons à Napoléon. Sa fascination pour l'Empire romain s'exprime à travers ses vêtements. Une tunique et un manteau de velours pourpre brodé d'or. Il est déjà couronné, une couronne de laurier en or fin. Il tient à bout de bras la couronne, point central du tableau, qu'il s'apprête à déposer sur la tête de son épouse, Joséphine de Beauharnais. Celle-ci est agenouillée devant lui, les mains jointes, dans une attente respectueuse. Sur sa robe à brocart d'argent, elle porte elle aussi un manteau de velours pourpre brodé d'abeilles en or. Et elle a déjà une couronne en or sur la tête. Il paraît que son manteau était si lourd qu'elle manqua de tomber à plusieurs reprises. Troisième personnage, le pape Pie VII. Napoléon tenait absolument à ce qu'il marque de sa présence le côté exceptionnel et divin de la cérémonie, mais on sait qu'au moment où le pape allait déposer la couronne sur la tête de Napoléon, celui-ci la saisit, se tourna vers l'assistance et se couronna lui-même, histoire de montrer son indépendance vis-à-vis de l'Église. Le pape se contente de bénir la cérémonie. Le tableau offre une somptueuse galerie de portraits. Outre les grands dignitaires, les ambassadeurs, les maréchaux, etc., voici les 2 frères et les 3 sœurs de Napoléon, la cousine et la dame d'honneur de Joséphine, et trônant au centre de la loge, Laetitia, la mère de Napoléon. David s'est entouré de sa femme, de ses filles, de ses élèves et amis. Enfin, tous les attributs sont là qui doivent conférer à l'empereur son statut de droit divin, ce sont les regalia. Ceux-ci inscrivent Napoléon dans la lignée de Charlemagne, quelques 800 ans plus tôt, avec l'épée de Charlemagne, la joyeuse, avec sa couronne et son sceptre. Et enfin, les honneurs de Napoléon lui-même, la main de la justice, le globe et son sceptre. Imaginez donc ce couronnement au moins aussi somptueux, si ce n'est plus, que ceux des rois de France, et ce, en 1804, 15 ans tout juste après la Révolution française, et la France qui applaudit des 2 mains au rétablissement d'un souverain de droit divin. David va mettre 2 ans à réaliser cette toile grandiose dans l'ancienne église de Cluny mise à sa disposition. Je fis des notes pour ceux que je n'eus pas le temps de dessiner. Ainsi, on peut croire, en voyant le tableau, avoir assisté à la cérémonie. Chacun occupe la place qui lui convient. Il est revêtu des habillements de sa dignité. On s'empressa de venir se faire peindre dans ce tableau qui contient plus de 200 figures. C'est que David veut que son œuvre soit la plus réaliste possible. Ce tableau splendide est-il pour autant un tableau fidèle à la réalité historique? Pas vraiment. Le travail de David est suivi de près par l'empereur, qui impose moult modifications.
Ainsi, par exemple, David avait-il représenté le pape les mains posées sur les genoux. Mais l'empereur, je ne l'ai pas fait venir de si loin pour qu'il ne fasse rien, a voulu le voir bénir la scène. Pie VII ne se remettra jamais d'avoir été quasiment forcé de participer à ce qu'il appellera une mascarade et les relations entre les deux hommes se dégraderont à jamais. La mère de Napoléon n'était pas présente à la cérémonie. Elle était d'ailleurs opposée à ce sacre. Mais l'empereur en a décidé autrement et sa mère, par sa position centrale, semble à la fois présider et approuver la cérémonie. L'intérieur de Notre-Dame paraît très solennel, ce qui n'était pas le cas, la cathédrale étant à l'époque très endommagée. Quant à David, il pouvait difficilement être dans la tribune, puisque tous ses croquis de repérage montrent qu'il était placé quelque part par ici. Ce tableau néoclassique est donc bien une œuvre officielle, une œuvre de propagande en quelque sorte, destinée à fixer le souvenir de la cérémonie pour l'éternité. En tout cas, une personne en fut tout à fait satisfaite, l'empereur lui-même, qui s'est extasié devant l'œuvre terminée. Que c'est grand, que c'est beau, quel relief ont tous les objets, quelle vérité, ce n'est pas une peinture, on marche dans ce tableau. Vous l'avez compris, ce tableau est donc une œuvre de propagande qui vise à montrer la gloire du régime impérial de Napoléon. Et je vais donc vous demander de retenir le nom du nouveau régime politique qu'il a instauré. C'est la toute première fois de notre histoire que notre pays devient un empire. On a donc appelé la période qui s'étend de 1804 à 1815 le premier empire de Napoléon Ier. Donc jusqu'en 1804, vous appelez le personnage Bonaparte, et à partir de 1804 jusqu'en 1815, date de son abdication, vous l'appellerez Napoléon Ier. On conclut donc par un petit bilan à retenir dans son cahier. Après le coup d'État du 18 Brumaire, Bonaparte prend le titre de premier consul et maintient la République. Il prend soin de consulter le peuple par des plébiscites, un plébiscite étant un vote par oui ou par non pour répondre à une question posée par le gouvernement. Cependant, il s'impose très vite comme le seul maître du pouvoir. En 1804, Bonaparte est proclamé empereur des Français sous le nom de Napoléon Ier. Comme autrefois les rois, il est couronné au cours d'une cérémonie du sacre qui eut lieu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. La scène fut immortalisée de façon officielle par le peintre David. Napoléon met en place un régime autoritaire appelé le Premier Empire. Seul, il décide de tout. Napoléon a donc mis fin à la République. Je vous laisse stopper la vidéo pour recopier votre résumé. La question que nous allons nous poser lors du prochain cours est la suivante. Quelles sont les grandes décisions prises lors du règne de Napoléon Ier? À bientôt!